beaucoup. Donc, je voulais en quelques mots d'abord remercier les auteurs de ce dossier, qui sont cités en tête du dossier, mais il n'y a pas que, puisque l'ensemble du réseau d'experts a été mobilisé et a tout à fait se montrer tout à fait impliqué dans ce dossier. Et je voudrais vraiment remercier tous ceux du réseau d'experts. Il doit être au total une quarantaine. On essaiera de les citer, en tout cas citer tous ceux qui le souhaitent dans la version finale du dossier, qui ont contribué soit par des relectures, soit en transmettant des idées à la confection de ce dossier. Et donc, merci beaucoup à tous de ce travail important. Quel est finalement, quand on a décidé de faire ce dossier, quel est finalement l'objectif que nous avons suivi? Premier objectif, et peut-être le principal, c'est que nous pensons que les sujets de transition écologique doivent être au cœur des débats électoraux de ce prochain mois. Pour une raison très simple, c'est que les compétences des régions en matière de transition écologique sont extrêmement importantes. Je vous les rappelle, en particulier la conjugaison de la compétence climat, de la compétence développement économique, de la compétence transport. Sans parler des actions qui se développent très très fortement, on y reviendra, sur l'agriculture et la biodiversité. Donc les régions sont bien au cœur de la transition écologique, même si je vous le rappelle aussi, parce que je pense que dans le paysage, c'est important à avoir en tête, même si aujourd'hui les régions ne représentent que 16% de la dépense publique locale et 3% de la dépense publique totale. En d'autres termes, les régions ont vraiment un pouvoir de planification, un pouvoir d'incitation, mais restent sur le plan budgétaire des relatifs nains, y compris par rapport à ce qui peut exister dans d'autres pays européens, évidemment en Allemagne, mais même ailleurs, compte tenu du poids quand même très limité du budget des régions aujourd'hui par rapport à la dépense publique totale. Et ça n'empêche pas qu'ils ont un rôle extrêmement important d'orientation et d'incitation à jouer, je vous dis encore une fois, par la conjugaison de leurs compétences, dont on voit bien qu'elles sont absolument essentielles sur la transition écologique. Qu'est-ce que nous avons voulu faire dans ce dossier? Nous avons voulu donc mettre l'accent sur ces sujets, évidemment, que ce soit des sujets débattus, et nous avons voulu deux choses pour y parvenir, qui présentent l'originalité du dossier. La première chose, c'est d'abord de répertorier l'ensemble des bonnes pratiques dans les différentes régions, de manière tout à fait pluraliste, des bonnes pratiques qui peuvent exister dans les régions sur tous ces sujets. Nous n'avons pas voulu, je vous le dis très directement, et ce n'est pas l'objet de l'atelier d'aujourd'hui, avoir une appréciation sur la performance écologique des régions, pour deux raisons. D'abord parce que chaque région a sa propre identité, sa propre originalité, ses propres problèmes, et donc il nous paraissait assez peu cohérent de faire un diagnostic qui soit tout à fait valide de façon globale. Il aurait fallu faire des diagnostics région par région. Ça demandait un travail absolument considérable. Et la deuxième raison, c'est que, compte tenu du rôle d'incitation et de planification de la fabrique écologique, il ne nous a pas paru non plus tout à fait cohérent de pouvoir faire un diagnostic comparatif sur les performances écologiques des équipes en place, et encore moins peut-être les performances écologiques de ce qui est proposé. Cela dit, ça laisse évidemment le citoyen, et c'est bien notre objectif, sensibiliser à ce sujet, ayant envie de discuter ce sujet, mais tout à fait libre ensuite de choisir le candidat qu'il préfère en fonction de ses priorités. Donc la première préoccupation, cette démarche sur les bonnes pratiques, et quand vous feuilletez le dossier, vous verrez qu'il y a toute une série d'exemples, je pense, intéressants sur les bonnes pratiques. On y reviendra évidemment dans le débat. Et le deuxième élément, c'est d'essayer d'apporter au débat un certain nombre d'idées qu'on veut, comme la Fabrique écologique essaye de le faire depuis sa création, avec trois caractéristiques. D'abord des idées concrètes et pas simplement des généralités. On a essayé de le faire. Ensuite, des idées structurantes, le plus structurantes possible. Et enfin, des idées relativement innovantes,
voilà, on peut juger qu'elles sont plus ou moins innovantes, qu'elles sont plus ou moins, mais on a essayé de mettre le doigt, en tout cas, sur des choses un peu nouvelles, qu'à notre avis, sur lesquelles, à notre avis, les régions devraient, en tout cas, devraient appréhender davantage, et tout ça sur la base des bonnes pratiques que nous avons repérées. Donc, vous avez vu l'ensemble des fiches qui portent sur le climat, sur la mobilisation autour du Green Deal européen, sur l'aménagement du territoire, sujet essentiel, sur la maîtrise de l'énergie et des énergies propres, sur le développement économique, sur la transition agricole et alimentaire, sur l'éducation et le développement durable, sur l'action pour la biodiversité et sur l'enjeu majeur de la mobilité. Nous avons mis en avant 9 propositions qui nous paraissent les plus importantes et les plus peut-être innovantes, mais il y a d'autres propositions dans le dossier qui ont tout à fait aussi leur pertinence et qui peuvent très bien être lues. Voilà la présentation très rapide de ce dossier. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'organiser l'atelier de la façon suivante. D'abord, peut-être une réaction générale de nos 2 grands témoins que je représente, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin d'être présentés parce qu'ils sont très connus. Et qu'en tout cas, je remercie beaucoup d'avoir accepté leur participation à cet atelier. D'abord, Chantal Joanneau, ancienne secrétaire d'État à l'écologie, aujourd'hui présidente de la Commission nationale du débat public. Et surtout, peut-être ce qui nous intéresse particulièrement dans cet atelier, ancienne vice-présidente de région chargée des sujets de la transition écologique. Et donc, son expérience sera évidemment extrêmement utile et importante. La lumière qu'elle donnera sur un certain nombre de sujets sera extrêmement utile. Je remercie aussi Michel Badré, là aussi qu'on ne présente plus, en tout cas pour les gens qui suivent un peu les sujets de transition écologique. Michel Badré, qui a été pendant très longtemps haut fonctionnaire au ministère de l'écologie, ancien conseiller économique, social et environnemental, et dont le dernier fait d'armes, faut bien dire glorieux, a été ce qu'il a présidé la mission sur Notre-Dame-des-Landes. C'est peut-être pas le dernier, d'ailleurs, je m'en excuse, Michel, fait peut-être des faits d'armes depuis, mais enfin, en tout cas, c'est un fait d'armes tout à fait notable et intéressant. Il a présidé donc la mission sur Notre-Dame-des-Landes qui a amené à l'arrêt de ce projet d'aéroport. Voilà, donc je vous propose de leur donner la parole pour quelques minutes, très rapidement, pour un peu une appréciation générale. Voilà, et puis ensuite, nous passerons en revue avec trois grandes thématiques. La première thématique, climat, climat-énergie, donc qui comprendra les 5 premiers chapitres de ce dossier, climat, Green Deal européen, aménagement du territoire, énergie et développement économique. Donc, première réflexion là-dessus que j'introduirai là aussi en 2-3 minutes, et puis ensuite je vous passerai la parole. Deuxième thématique, agriculture, biodiversité, formation, qui seront donc les chapitres sur la transition agricole alimentaire, l'éducation et le développement durable, la biodiversité, qui là aussi est un sujet absolument majeur. Et enfin, la troisième thématique que nous aborderons, et qui est très très importante parce que les régions, là pour le coup, ont une compétence très directe, c'est la mobilité, sur laquelle je vous le rappelle qu'il n'y a pas eu de fiche faite parce qu'il y a eu un décryptage qui a été fait en partenariat avec Forum du Mobile, dont je salue d'ailleurs la directrice, qui est, je crois, parmi nous. Donc, un décryptage qui a été fait, que vous pouvez trouver sur le site de la Fabrique écologique. Et j'en profite pour vous rappeler que ce décryptage a donné lieu ensuite à une réunion organisée en partenariat avec Forum du Mobile, où nous avons interrogé l'ensemble des candidats aux élections régionales en Île-de-France sur ces sujets de mobilité. Vous pourrez retrouver la vidéo de cette réunion, qui était, je crois, assez passionnante, sur le site de la Fabrique écologique, sur notre chaîne YouTube, sur le site de Forum du Mobile, enfin, à beaucoup d'endroits, et sur Google sans difficulté. Voilà, donc je vous propose de passer brièvement la parole à Chantal puis à Michel, et puis ensuite nous passerons au premier thème. À toi, Chantal. Merci. Merci à toi, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. C'est quand même extrêmement agréable et je suis ravie de retrouver Michel Badré. Alors avec Michel,
Nous avons énormément d'interactions puisqu'il est très actif avec la CNDP et en particulier parmi les différents faits d'armes de Michel, mais il y en a de multiples. Il y a notamment la présidence d'un comité qui suit les problèmes de gouvernance sur la gestion des déchets radioactifs. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il montre, si besoin en était d'ailleurs, la reconnaissance qu'il a de l'ensemble des acteurs. Alors, donc une réaction à chaud par rapport à ce document. D'abord, franchement, c'est un document d'une grande qualité, c'est une vraie mine d'or, je trouve, parce qu'il est très sourcé. Donc, on peut retrouver effectivement toutes les délibérations à l'origine des propositions. Il est très réjouissant. On n'insistera jamais assez sur ce fait qu'il est réjouissant parce qu'il montre les aspects positifs et puis surtout, il montre que c'est en cours. C'est-à-dire qu'on voit une vraie évolution dans l'ensemble des politiques régionales. Et un point important, vraiment très important, moi qui m'a beaucoup frappé justement quand j'étais vice-présidente, tu as noté que les marges, effectivement, les régions par rapport à l'ensemble des dépenses publiques ne représentent peut-être pas beaucoup, mais c'est à peu près le seul niveau de collectivité qui a un effet de levier majeur parce qu'il peut vraiment choisir ses dépenses, il peut vraiment les orienter. Si on prend par exemple les dépenses des départements, elles sont des dépenses complètement contraintes, avec très très peu de marge de manœuvre. Il en est de même pour une grande partie des dépenses de l'État et même des communes. Par contre, à l'échelle des régions, on a un choix qui est énorme pour justement avoir cet effet de levier et entraîner les autres collectivités avec nous. Et moi, c'est ce que j'avais beaucoup aimé quand j'étais vice-présidente, c'est qu'on a une capacité en fait à rédiger une politique, à penser la stratégie de la politique, à la rédiger, qui est vraiment énorme. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la lecture de l'ensemble du document, moi, ce qui m'a frappé, j'allais dire, c'était ses creux, évidemment. L'axe biodiversité reste toujours très faible. Mais ça, c'est un constat qu'on fait toutes et tous, je pense d'ailleurs. L'axe biodiversité reste toujours un peu le parent pauvre, on ne sait pas par quel bout le prendre. Dans la séquence éviter, réduire, compenser, la séquence évitement est toujours elle-même évitée d'ailleurs. Or, les collectivités, à l'échelle des régions, elles ont un rôle majeur dans le domaine de l'aménagement du territoire. Et d'ailleurs, quand j'étais vice-présidente, j'avais réclamé qu'à côté de l'environnement, j'ai l'aménagement du territoire, parce que les deux sont complètement indissociables. Et donc, c'est important d'ailleurs que les enjeux d'aménagement du territoire dans votre document soient très haut placés, puisqu'ils déterminent quand même beaucoup les autres enjeux. Et un autre point qui est un impensé des régions, et je le dis avec d'autant plus d'humilité que quand j'étais vice-présidente, c'était un impensé, c'est la question de la participation du public. C'est-à-dire que autant à l'échelle des communes, des agglomérations, il y a vraiment une réflexion énorme autour de la participation du public qui est inhérente aux enjeux de transition écologique. Hein, c'est Aarhus, c'est Rio, voilà, les enjeux d'environnement reposent énormément sur la participation du public. Or, bon, là, il y a quelques éléments sur les budgets participatifs, mais c'est vrai que quand on pense SRADET, quand on pense plan déchets, par exemple, on pense très peu participation du public. On pense beaucoup concertation avec les parties prenantes, mais très peu participation du public. Voilà les quelques points, je n'en dirai pas plus parce que je sais que tu veux que ce soit très interactif. Merci beaucoup Chantal. Michel, à toi. Oui, merci beaucoup aussi de m'avoir invité. Je trouve ça très intéressant. Je trouve que la démarche en elle-même est très intéressante aussi. Et je rejoins beaucoup de choses que vient de dire Chantal. Je commencerai par la première remarque que je me suis faite en parcourant le dossier qui nous a été envoyé. C'est que l'aspect répertoire de bonnes pratiques m'a paru très riche. Je dois dire beaucoup plus que ce que je pensais avant de le regarder. Et c'est évidemment très encourageant, c'est un bon signe. Je pense que si le même exercice avait été fait il y a 10 ans, il aurait été beaucoup plus pauvre. Et ça, c'est intéressant en soi. Et puis une fois qu'on a fait ça et qu'on s'est dit ça, on se dit aussitôt que c'est peut-être quand même pas assez, parce que malgré ça, si je me limite aux deux grands sujets classiques, climat et biodiversité, il y en a d'autres dans l'écologie, hein, les risques naturels ou les pollutions, c'est des sujets tout aussi importants, mais rien que sur ces deux domaines-là,
on voit bien que malgré tout, malgré ce répertoire de bonnes pratiques, on est quand même assez loin du but en matière de rapidité, de progrès. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, on a sans doute fait ce qui est, ou on est en train de faire, ce qui est relativement consensuel, et ce qui reste à faire, c'est ce qui est moins consensuel. Alors vous avez tous les deux, Chantal et Géraud, en me présentant, parler de fait d'armes. Moi, j'aime pas trop le terme parce que je suis pas très belliciste par tempérament, et je trouve que s'il n'y avait pas eu besoin des armes, ça aurait été beaucoup mieux dans les différents cas, mais il n'en reste pas moins que sur les sujets qu'on a à traiter, que ce soit sur le climat, sur la biodiversité ou sur les enjeux écologiques en général, on est en démocratie et la démocratie, ça consiste à trouver des solutions applicable par une société dans laquelle les gens ont des avis différents. Donc je rejoins ce que vient de dire Chantal il y a 2 minutes, l'aspect concertation, modalité de prise de décision, il est absolument essentiel et je pense qu'on ne peut pas se contenter de regarder les aspects techniques des mesures, on est aussi amené à regarder comment les décisions sont prises et avec qui, et ça c'est tout à fait fondamental. Je terminerai juste en disant que sur ce dernier aspect, tout le monde se souvient de l'épisode des Gilets jaunes. Je crois que cet épisode n'est pas fini ou qu'il reviendra forcément et qu'il y a dedans une question sociale qui est relativement peu présente, me semble-t-il, dans l'aspect inventaire de bonnes pratiques. Quels sont les effets des mesures sur les 10% ou les 20% les moins favorisés, par exemple. Il me semble que c'est un sujet qu'on a intérêt à regarder systématiquement dans tous les domaines si on veut éviter de se trouver coincé et d'être obligé de faire des faits d'armes pour les régler après, ce qui en soi n'est pas une très bonne solution. Mais je reviendrai ensuite dans la suite du débat sans doute sur des choses plus précises. Merci beaucoup, Michel. Une précision, il est vrai que sur le sujet des modalités de construction des solutions et des politiques, y compris au niveau régional, est un sujet essentiel. Peut-être une erreur dans le dossier de ne pas avoir mis une fiche ou des éléments là-dessus. Il faut dire qu'on sort de tout un exercice que nous avons fait sur la Convention citoyenne, y compris en faisant et sur les suites de la Convention citoyenne, en particulier sur le fait que de nombreuses conventions citoyennes locales ou régionales se développent avec toute une série de suggestions et de propositions. Donc, c'est peut-être parce que nous avons fait cette note que nous n'avons pas repris là. En tout cas, si ça vous intéresse, évidemment, on peut évidemment en parler et surtout vous renvoyer la possibilité de lire cette note qui est sur le site de la Fabrique écologique. Donc, on va peut-être passer au premier sujet, qui est un sujet sur climat, énergie, aménagement du territoire. Je vous rappelle la règle du jeu. Ceux qui souhaitent intervenir mettent un petit message dans le chat en disant qu'ils souhaitent intervenir et je leur donnerai la parole au fur et à mesure de leur demande de prise de parole. Pour résumer, quelle est la réflexion que nous avons dans ce dossier sur ce sujet, je crois qu'on peut résumer de quelques éléments suivants. Au-delà des bonnes pratiques, quels sont, et Michel a raison de poser le problème en ces termes, quels sont les éléments qui doivent être améliorés, corrigés pour arriver à accélérer la transition écologique. Le premier élément, c'est qu'il nous semble que les régions ne mesurent pas, enfin, en termes de gouvernance, ne mesurent pas encore suffisamment bien leur trajectoire climatique et n'ont pas encore pris tout à fait les moyens, y compris en termes de délibération, d'avoir une délibération complète sur la stratégie climatique. D'où d'ailleurs les 2 premières propositions. C'est vrai que pour la mesure, c'est assez compliqué, puisque la région a un pouvoir d'incitation plus que le pouvoir de faire directement. Mais il nous semble que les éléments dont nous disposons et le diagnostic que nous avons fait, c'est qu'il y a une marge de progression assez forte sur la possibilité de mesurer. D'ailleurs, ce diagnostic est assez largement partagé par le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat. Et aussi, nous ajoutons sur la façon de délibérer sur ces sujets. D'où les premières propositions que nous faisons, à la fois mesurer une trajectoire carbone secteur par secteur, ce qui nous paraît plus réaliste que d'avoir
un grand, je dirais, un grand exercice de mesure des émissions globales qui, à vrai dire, a assez peu de sens quand on pense aux compétences directes des régions. Et la deuxième proposition, c'est la possibilité, ce qui est tout à fait possible sans s'adresser forcément à l'État, sans changer les lois, d'organiser un débat d'orientation climatique juste avant le débat d'orientation budgétaire et qui permette de faire le point sur la politique climatique. Je fais d'ailleurs une parenthèse sur ces éléments pour dire que l'ensemble de ces propositions, dans notre esprit, s'adressent aux responsables de région. Et volontairement, nous n'avons pas voulu rentrer dans des propositions s'adressant à l'État, même si ensuite, peut-être que l'État a des choses à faire par rapport à ça, mais nous pensons qu'il est important que chaque niveau de collectivité puisse prendre en charge des choses, avoir des capacités d'initiative, quitte ensuite à se retourner vers l'État pour savoir s'ils en ont exactement les moyens. Et donc, ces propositions sont faites pour les responsables régionaux et pour le débat électoral en l'occurrence. La deuxième caractéristique sur le climat et l'énergie, c'est ce qu'a dit Chantal, c'est-à-dire qu'il nous semble essentiel de lier le sujet climatique avec le sujet d'aménagement du territoire. Et à notre avis, ce n'est pas du tout suffisamment fait. Il y a au moins deux éléments. En gros, si on veut résumer notre ligne directrice, qui d'ailleurs est assez classique, hein, mais la ligne directrice, c'est de se dire l'aménagement du territoire dans un monde zéro carbone, c'est d'abord un aménagement où il y a une proximité des lieux de vie, de travail, de services, de commerce. Et donc, il faut aller dans ce sens-là, ce qui veut dire concrètement que les implantations, les grandes zones commerciales en périphérie, il faut éviter. Et là, les régions ont un pouvoir possible puisqu'elles donnent des aides économiques. Et donc, il faut que les aides économiques évitent les implantations en périphérie des agglomérations, en particulier en ce qui concerne commercial. Et puis, d'autre part, et ça c'est pour plutôt les agglomérations, et d'autre part, pour les espaces ruraux, l'importance, alors un certain nombre de régions ont déjà fait des choses là-dessus, mais ça peut être accentué, l'importance des opérations de revitalisation des centres-bourgs avec leur côté divers, c'est-à-dire à la fois sauvegarde de services, installation sauvegarde de services, de commerce, de loisirs, d'habitat, et qui permettent d'aller dans le sens de l'aménagement du territoire, je dirais, plurifonctionnel, qui nous paraît être celui de la société bas carbone. Voilà donc sur la deuxième grande caractéristique. Et la troisième caractéristique sur l'énergie, c'est dans la ligne de tous nos travaux sur ces sujets qui sont nombreux, et que nous pensons un des gros défauts du système énergétique français, c'est sa centralisation excessive. Et donc, nous pensons qu'il faut des éléments de décentralisation. On a fait des notes qui s'adressaient principalement à l'État. Nous pensons que les régions peuvent très bien, dans le cadre de leur pouvoir d'expérimentation, prendre des initiatives dans ce domaine. Et on cite deux possibilités, le complément régional des tarifs d'achat pour certaines énergies renouvelables, ou bien la maîtrise complète d'un projet éolien offshore. On me dira, pour ça, il faut changer la loi. Je n'en suis pas totalement sûr. Il y a encore une fois dans la loi des éléments d'expérimentation qui peuvent permettre peut-être d'aller dans cette démarche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne se passera rien si les régions elles-mêmes ne prennent pas l'initiative de se dire on va faire ça parce que c'est important et parce qu'on veut montrer qu'on sait le faire et qu'on est mieux placé par l'État que l'État pour le faire. Voilà donc quelques éléments de présentation et je vais, pour éviter de parler trop longtemps, je vais m'arrêter là et je vais passer la parole au premier intervenant. N'hésitez pas à vous signaler sur le chat. Et donc, je passe la parole, et puis je repasserai la parole ensuite aux grands témoins sur ce sujet. Je passe la parole à François Demarque. Vraiment, essayer de faire des interventions courtes. Oui, merci beaucoup. J'ai essayé effectivement d'être bref. Je dois dire d'abord que le document est effectivement excellent en tant que c'est une mine d'informations. Je dirais que par ailleurs, il a peut-être une petite faiblesse, c'est qu'il est tourné à 90%
vers la description des bonnes initiatives qui sont des initiatives en cours, des initiatives passées d'une certaine manière, et que le lien avec les propositions pour l'avenir apparaît pas toujours de manière évidente. Enfin, les propositions ne découlent pas de manière forcément très très naturelle de la liste des bonnes pratiques. Alors, par ailleurs, je voudrais aussi, alors sur le climat plus particulièrement, il est encore marqué, ce chapitre, assez fortement par, disons, la question des émissions de gaz à effet de serre, donc à travers l'énergie, la mobilité, et puis maintenant l'aménagement du territoire qui effectivement a été identifié comme ayant un lien fort avec le climat. Il me semble qu'il ne va pas assez loin dans l'identification des pistes qui sont entre les mains des régions en matière de stockage de carbone. Aujourd'hui, il y a les émissions brutes et puis il y a les émissions nettes. Et pour faire les émissions nettes, qui sont la clé de la neutralité carbone à l'horizon 2050, il faut soustraire le stockage de carbone. Ce stockage, il est essentiellement dans les milieux naturels, dans l'agriculture, et le lien avec l'agriculture est assez peu fait. Il est fait un petit peu, hein, je ne veux pas dire que rien n'est présent, mais il me semble qu'un des outils forts que les régions pourraient s'approprier en matière de climat, au-delà de la baisse des émissions brutes, c'est le stockage de carbone à travers l'aménagement du territoire, mais également à travers l'agriculture. Alors, j'y reviendrai probablement tout à l'heure si on m'y autorise à propos de l'agriculture, mais je pense que déjà il y a un lien là qu'il faudrait écrire noir sur blanc. Notamment parce que les régions ont la possibilité peut-être d'aider les collectivités de base à faire leurs plans climat, air, énergie territoriaux. Et là, il est obligatoire dans ces PCAET d'avoir une explicitation du stockage de carbone, un bilan stockage carbone et un suivi du stockage de carbone dans les sols. Alors c'est agriculture, c'est forêt aussi, je n'ai pas prononcé le mot, mais il peut y avoir aussi là-dessus une politique des régions liée directement au climat. Et c'est là aussi qu'on va trouver le lien entre le climat et la biodiversité. C'est-à-dire que stocker du carbone dans les sols, c'est créer la condition de la vie dans les sols, donc du maintien d'écosystèmes vivants en milieu agricole, en milieu forestier. Et là aussi, au chapitre biodiversité, on ne trouve pas beaucoup, alors j'anticipe un peu sur la suite, hein, mais on ne trouve pas non plus beaucoup l'agriculture dans le chapitre biodiversité. En tout cas, le mot est assez peu prononcé, même le mot forêt d'ailleurs est assez peu prononcé. Et je pense que là-dessus, il y a une piste d'amélioration du document, ce qui ne veut pas dire que ça va être très différent, mais ça veut dire quand même que les liens doivent être davantage mis en évidence. J'y reviendrai peut-être quand on parlera agriculture tout à l'heure. Merci François, merci beaucoup. Donc je passe la parole à Lucille Schmitt, puis Sharon Obi, si elle le souhaite, et puis ensuite à nos deux grands témoins. Oui, merci Jérôme. Je voulais dire une chose par rapport à ce dossier. C'est qu'au fait, en réfléchissant à la question des élections régionales et des compétences des régions, on s'est aperçu que le contexte écologique, le contexte de la transformation écologique nous obligeait à regarder différemment les compétences régionales. C'est aussi pour ça, peut-être que le dossier n'est pas parfait, comme vient de le dire François, mais c'est parce que, par ailleurs, les compétences d'aménagement du territoire, par exemple, il faut les regarder différemment si on les examine en lien avec la transformation écologique, si on fait le lien aussi entre la question climatique et la question de la biodiversité. Parce que je voulais insister sur une chose, c'est qu'il ne va pas de soi que s'intéresser à la question du dérèglement climatique et s'intéresser à la préservation de la biodiversité, ça soit spontanément la même chose. Du coup, je voulais poser une question à nos deux intervenants sur justement cette question de l'aménagement du territoire revu à la lumière de la transformation écologique. On sait bien que par exemple sur Notre-Dame-des-Landes ou Europa City, ce qui est marquant dans la transformation écologique, c'est qu'on abandonne des grands projets. Et on sait bien que dans la loi climat et résilience, les enjeux autour de l'artificialisation des terres obligeront à regarder différemment l'aménagement du territoire. Donc à partir de là, comment la région qui a une échelle très intéressante, mais comme l'a dit Chantal Joanneau, qui ne s'intéresse guère à la question de la démocratie, alors même qu'à la CNDP, tous les débats, par exemple, sur l'éolien montrent qu'il y a une participation croissante des citoyens. Comment est-ce qu'on peut porter des grands projets selon des critères qui soient des critères correspondant, au fond, à la vision de l'écologie du territoire? Par exemple, aujourd'hui, la notion de paysage est détournée
par ceux qui veulent empêcher l'éolien, et elle est présentée comme une manière de préserver la biodiversité. Donc face à ces contradictions, face à ces difficultés à élaborer de nouveaux critères, qu'est-ce que vous préconiseriez pour les régions? Et pensez-vous que ça relève, par exemple, du fait de transformer les portefeuilles des exécutifs régionaux? Moi, je trouve que ça serait intéressant. Chantal Joanneau, vous disiez, quand j'étais vice-présidente à la région Île-de-France, j'ai demandé un portefeuille différent. En quoi est-ce que ça implique des modifications sur les compétences et la manière de travailler, de façon très, très concrète? Moi, c'est ça, ça m'intéresse beaucoup. Merci. Alors, on me dit qu'il y a quelques personnes qui ont des problèmes de bande passante. Donc, contrairement à nos habitudes, je dis qu'on assume, l'affaire écologique assume totalement de demander aux gens d'allumer leur vidéo, sauf évidemment quand ça pose quelques problèmes pour certains. Et donc, à ce moment-là, si quelques-uns peuvent éteindre leur vidéo pour que chacun puisse suivre l'atelier dans des bonnes conditions. Alors, je passe la parole à Sharon Hobby, et puis ensuite à Chantal Joanneau, puis Michel Vadret. Bonjour, merci beaucoup. J'ai relevé ce que vous avez dit tout à l'heure, que les progrès ou les nouvelles technologies n'étaient peut-être pas assez présentes ni assez listées. C'est vrai que moi, je vois en lisant pas mal d'articles comme ça en vrac, qu'il y a des propositions intéressantes qui vont dans le sens de l'écologie, de la biodiversité, notamment l'habitat, qui est un grand responsable de nos problèmes actuels. Et je me demandais, est-ce qu'il y aurait un pôle qui pourrait identifier les manques technologiques ou les problèmes insolubles afin de favoriser la recherche dans ces manquements? Ensuite, par rapport à la mobilité, j'ai vu passer récemment un article sur le potentiel du téléphérique urbain qui permet de n'avoir zéro emprise sur le sol. Et sur l'architecture, l'architecture sur pilotis, ça me semble une piste assez intéressante parce que ça ne bouffe pas le sol. Ça permet, si c'est suffisamment haut, d'avoir des jardins ombragés en dessous. Et après, j'avais remarqué qu'on avait un gros problème par rapport aux inondations et l'excès de bitume. On sait qu'il existe du bitume poreux, par exemple. Peut-être qu'on peut vous arrêter là parce que les innovations, c'est plutôt l'artificialisation. Donc, on va traiter ça dans le deuxième chapeau. D'accord, excusez-moi. Merci. Voilà. Non, ça va. Oui, pas de souci. Chantal. Ouais. Et je vous rappelle la règle. Si vous souhaitez intervenir après nos deux grands témoins, vous mettez intervention demandée dans le chat. Merci, Chantal. Merci, Giraud. Je vais essayer, donc je vais vite. Sur la proposition d'une stratégie climatique globale et du coup secteur par secteur, oui, alors oui, 100%. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un engagement à être 100% compatible à l'accord de Paris. Je simplifie, je caricature, mais il faut que cet engagement soit transversal et touche absolument tous les secteurs. Le vrai problème auquel on est confronté quand on est dans les régions, c'est qu'on a donc des stratégies, puisqu'on vote toujours un peu des orientations stratégiques avant de voter des décisions particulières. Et quand on vote les orientations stratégiques, c'est très général et c'est tellement plein de bonnes intentions qu'à la limite, on ne voit pas nécessairement les manques. C'est quand on passe à la pratique qu'on a besoin d'un éclairage supplémentaire. Et moi, ce qui m'avait vraiment frappé, c'est que décision par décision, il faut vraiment, entre guillemets, une étude d'impact. C'est-à-dire une vraie étude d'impact qui permette de mesurer l'impact carbone direct et indirect du projet, éventuellement d'ailleurs de mesurer les différentes alternatives pour que la décision ensuite soit éclairée. Et ça manque énormément parce qu'on va te parler de tonnes de carbone évitées, mais à la limite, si tu pouvais avoir les tonnes de carbone évitées entre différentes propositions, tu pourrais arbitrer entre ces différentes propositions. Et donc ça, c'est un élément qui manque. Ça existe, hein, ça se fait dans certaines institutions. Il faut que ce soit fait par une institution indépendante et différente, évidemment, de l'exécutif, mais c'est possible. La question de l'aménagement de proximité, c'est-à-dire qu'il faut penser l'aménagement du territoire comme un écosystème, vraiment de manière écosystémique et rompre avec cette vision d'un urbanisme complètement fonctionnaliste et spécialisé. Ça pose un super sujet autour du changement d'affectation des sols. Ça a été évoqué tout à l'heure, d'ailleurs, la question du changement d'affectation des sols aussi, et la documentation du changement d'affectation des sols, elle
elle est prioritaire. On a très peu de données là-dessus. Mais alors, ce que je vous dis sur l'impact carbone, je vous le dis pour les régions, je vous le dis aussi pour tous les grands projets de l'État. Nous qui intervenons sur les débats publics, sur tous les grands projets à un stade très amont, jamais, mais jamais, on a de véritables études d'impact et de mesures carbone des différents projets. Donc, c'est très difficile, du coup, de faire arbitrer le public autour d'enjeux environnementaux si on n'a pas les données environnementales. Troisième point sur les parcs offshore. C'est juste un petit point de détail. Vous avez cité la région Bretagne, mais effectivement, la région Bretagne, c'est un bon exemple. Au-delà, en fait, des différentes initiatives expérimentales qu'ils ont prises, par exemple, autour des hydroliennes, sur le grand parc au sud de Bretagne, qui est un parc éolien, ils sont complètement partie prenante. Ils le portent avec l'État. Donc, même si légalement, ils n'ont pas ce rôle, ils n'ont pas ce pouvoir, de fait, ils le portent avec l'État. Ils ont porté le débat public avec l'État. Je ne reviendrai pas sur le stockage carbone parce que je partage ce qui a été dit tout à l'heure. Et très, très vite, sur les compétences que ça implique pour porter des grands projets au niveau régional. Alors, je n'ai pas très bien compris la question, mais ça renvoie sans doute à ce que je vous disais tout à l'heure. Si on va vers le public, si on veut faire du débat public, si on veut prendre de bonnes décisions, il faut qu'elles soient éclairées. Enfin, on n'insistera jamais assez sur ce sujet-là. Il faut qu'elles soient éclairées et il faut qu'on puisse présenter différentes alternatives avec leurs conséquences. Évidemment, c'est facile en termes de carbone, c'est plus compliqué en termes de biodiversité, donc ça permettra d'arbitrer. Et les conséquences sociales. Ce que disait Michel tout à l'heure est vraiment prioritaire. Il faut identifier les publics qui sont entre guillemets perdants pour pouvoir identifier des mesures de compensation ou d'accompagnement. Ça s'est vu dans le débat sur la PPE de manière majeure. Nous, on l'a vu, on l'avait dit au gouvernement dès mai 2018, la transition écologique est vécue comme une injustice sociale. Donc, il faut réellement mesurer les impacts sociaux des différentes mesures que l'on propose. Pardon, je suis trop long. Merci. Non, c'est parfait. Michel. Oui, un point d'abord par rapport à une question que tu as évoquée, Géraud, qui est celle de dire que vous ne faites pas de préconisation concernant l'État, mais en fait, on est typiquement à propos du climat sur une question d'articulation entre l'État, les régions et les collectivités infrarégionales. L'État, c'est très bien dans des outils qui existent, la stratégie nationale bas carbone ou la programmation pluriannuelle de l'énergie, se fixer des objectifs pour 2030, 2040, 2050. Et puis tout de suite après, on se prend la tête dans les mains et on dit mais comment on va faire pour que les régions auxquelles on ne va pas notifier leur part du boulot à faire, que les régions se fixent leur stratégie et puis qu'ensuite à des niveaux plus locaux, chacun fait son job et puis qu'en additionnant tout ça, on arrive bien au total voulu. Et ça, on ne sait pas très bien faire. Donc c'est une difficulté que le Haut Conseil pour le climat a soulevé depuis longtemps en disant on a absolument besoin d'un système de concertation, de négociation entre l'État, les régions et les collectivités infrarégionales pour se répartir la part du fardeau, comme disent les spécialistes climatiques internationaux, mais pour que tout ça arrive bien à l'objectif voulu et qu'on ne constate pas qu'il y a des trous. Alors ça vaut typiquement pour les objectifs de réduction d'émissions, mais aussi, par exemple, pour les programmes de développement d'énergie renouvelable, où on a aussi des objectifs affichés nationaux. Et puis, Chantal vient de le dire, chaque région se fixe sa stratégie, et puis on espère que tout ça va coller, mais c'est pas sûr d'avance. Alors, je voudrais rajouter un autre point, même s'il anticipe sur ce qu'on dira après, parce que je pense que c'est un sujet qui est à la fois climat et biodiversité et aménagement du territoire. C'est le sujet artificialisation des sols, qu'on peut aussi baptiser presque de la même façon lutte contre l'étalement urbain. Il y a dans le projet de loi en cours de discussion au Parlement, la loi dite climat et résilience, il y a tout un chapitre sur l'artificialisation des sols. Je trouve que c'est tout à fait à juste titre, c'est une mesure très intelligente de mettre ça dans une loi climat, parce que l'artificialisation des sols et l'étalement urbain, c'est un facteur de génération de déplacement
déplacements contraints extrêmement forts, que ce soit pour les déplacements domicile-travail, domicile-commerce, etc. C'est un facteur d'implantation des activités à des endroits qui ne sont pas forcément optimaux. Donc là aussi, le fait qu'au niveau régional, puis au niveau de chaque collectivité, établissement public, intercommunaux ou communes, qu'on ait des dispositifs qui garantissent qu'on va bien trouver la réduction de 50% de l'artificialisation des sols au niveau global. Ça suppose une négociation et ça suppose aussi un système de suivi permanent. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on va assez vite ou pas assez vite? Et en ce moment, on n'a pas ce système de suivi, ce qui est une vraie difficulté qui a été soulevée aussi par le Haut Conseil pour le climat. Je termine avec la question qu'a posée Lucille Schmitt sur l'articulation grand projet, petit projet. Je pense que ça se pose particulièrement à propos de l'énergie, où on a certains sujets, le nucléaire pour ne pas le nommer, qui relèvent typiquement d'une politique nationale, mais qui se traduit ensuite par des implantations locales. Et là aussi, le fait de savoir comment on va décider qu'un gros équipement qu'on a besoin de faire à un exemplaire ou deux ou trois, mais pas un par région, dans quelle région est-ce qu'il va tomber? On a parlé tout à l'heure des centres de stockage de déchets nucléaires, ben c'est bien le cas, on n'a pas besoin d'en faire 50 en France, on a besoin d'en faire un pour le moment. Où est-ce qu'on va le mettre? C'est une question de discussion avec les régions. Et puis, en revanche, la question globale, c'est le mix énergétique, c'est pas le nucléaire en soi, c'est comment on articule le nucléaire, est-ce qu'on le maintient, est-ce qu'on le réduit à l'occasion de la fin de vie des réacteurs actuels, ou qu'est-ce qu'on fait, et comment on articule ça avec le développement des énergies renouvelables. Et là, on est sur des stratégies régionales. L'éolien offshore ou terrestre, ça va pas être le même en Normandie et en Grand Est, où l'éolien offshore n'est pas vraiment un problème. Donc, le fait d'articuler ces stratégies nationales et régionales, ça me semble être un vrai sujet sur lequel il faudrait arriver à creuser un peu plus, sans doute. Alors, je passe la parole à Robert Spizicino, puis à Philippe Devers. Et puis, on passera peut-être au thème suivant, si personne n'a de remords. Si quelqu'un a un remords, qu'il mette très vite. Merci. Intervention demandée. Voilà. Merci beaucoup. D'abord, je ferai une petite remarque. C'est que les schémas régionaux de cohérence écologique qui existent actuellement, qui sont dans la loi, sont en annexe des schémas régionaux d'aménagement et de développement et ne sont nullement opposables à quoi que ce soit dans la suite des opérations dans la planification spatiale. Je crois qu'il y a une mesure extrêmement simple, à la limite, qui ne demande pas… Je pense qu'il y a des initiatives qui peuvent être prises par des régions sans pour autant que la loi soit modifiée, parce que tout ça est assez simple, même en se drapant sous le drapeau de l'expérimentation, c'est que le schéma, les SRCE, schéma régional de cohérence écologique, soient confondus avec les schémas régionaux d'aménagement et de développement. Ça, c'est simple à opérer et c'est une mesure que des régions peuvent directement mettre en œuvre. Je voudrais revenir sur la question posée Lucille, sur un point. Quand on mesure, je suis d'accord avec le constat général sur lequel je ne reviendrai pas, de l'importance sur toute une série de sujets, et pas simplement sur le climat, mais on va le retrouver ailleurs, de l'aménagement du territoire régional. Et quand on regarde tous les débats qu'il y a derrière l'aménagement du territoire régional, à savoir la réduction des déplacements, donc la mise en cohérence des bassins d'emploi et des bassins de vie, donc la polycentralité, surtout la remise en cause d'une certaine métropolisation telle qu'elle se pratique au fil de l'eau actuellement, et évidemment la protection absolue des terres agricoles. Quand on met ces différents débats bout à bout, ça fait un énorme chantier, avec plein d'oppositions politiques et économiques de tous côtés. Donc, pour reprendre ce que disait Lucille, je pense que c'est
un grand projet que de remettre en cause aujourd'hui l'aménagement du territoire régional. Et qu'en ce sens, ça ne peut déboucher que si un processus de conduite du changement, ça a été abordé par quelqu'un dans le chat, et si un processus véritablement de mobilisation démocratique se fait autour de ça, car ça prendra du temps, ce sera difficile, et les débats sont compliqués et pourtant essentiels. Voilà, c'est comment on fait. C'est le point principal, parce que vous remarquerez que au stade actuel, ça n'a pas été abordé encore à ce niveau dans les débats touchant les régionales. Évidemment, parce que c'est un sujet explosif. Donc, peut-on l'aborder après? Si oui, comment? Comment mettre le débat sur la table au niveau où il doit l'être par rapport aux enjeux climatiques? Merci. Merci beaucoup. Donc, Philippe Devers. Oui, merci de me donner la parole. Oui, on ressent souvent les bons outils et on trouve pas mal de littérature là-dessus, mais rarement on aborde comment on prépare les décisions et comment on fait. Parce qu'en fait, les problématiques climat, biodiversité, ressources vont nécessiter, plus le temps passe, une véritable rupture dans les pratiques, dans l'action publique. Et du coup, il y a lieu de savoir comment les différents échelons territoriaux, y compris l'État, donc y compris les régions, comment vont-elles préparer leurs décisions, comment vont-elles mettre en œuvre ces décisions, parce que, évidemment, ce qu'il faudrait faire risque de se heurter à beaucoup d'inertie, de pesanteur, et donc ça va générer non seulement un dialogue, mais des conflits potentiels. Donc on est vraiment sur un problème de conduite du changement, et comment on conduit le changement, en général, on ne sait pas faire. Puis les collectivités publiques décident après éventuellement une concertation, puis de mettre en œuvre, mais c'est plus ça que sans doute qu'il faut faire. Hein. Il faut sans doute faire prendre conscience, il faut déjà être conscient soi-même, et la conscience écologique n'est pas encore suffisante dans les différents échelons territoriaux. Donc, il faut être déjà conscient soi-même. Il faut sans doute faire prendre conscience aux différentes parties prenantes et puis négocier, voir quelles sont les différentes étapes de la transition, alors que dès maintenant, il faut marquer une rupture. Et plus on tarde à marquer cette rupture, plus ce sera difficile. Donc voilà, le message que je voulais faire passer, c'est il faut aussi s'intéresser aux méthodes, aux pratiques de conduite du changement dans la transition écologique. Merci beaucoup. Donc, je vous propose que… il y a une dernière intervention qui a été demandée, in extremis. Donc, je lui passe la parole à Sylvain Rotillon. Oui, merci. Désolé, c'était juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce qu'en fait, là, ce matin, j'étais sur un atelier avec les villes moyennes, sur villes moyennes et transition écologique, un travail qui est mené avec l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et il y avait justement tout ce débat sur, après 2 ans de travail avec eux, de voir l'importance de l'ingénierie pour accompagner le changement et pour faire en sorte que le travail soit réellement efficace entre les injonctions et les demandes de départ et leur traduction concrète. Ce qui ressortait du travail avec 4 collectivités, c'était ce besoin d'accompagnement qui est très peu présent. En fait, il y a un vrai problème d'ingénierie territoriale, et là, le fait d'avoir accompagné 4 collectivités avec un bureau d'études sur le long terme, ça a permis d'apporter des réponses beaucoup plus adaptées aux contextes territoriaux concernés. Et là, c'est vraiment souvent un chaînon manquant. Comment on arrive à traduire des injonctions, des demandes de façon concrète, et il y a le problème, et il y a un vrai problème à ce niveau-là. Donc peut-être qu'au niveau justement des régions, un accompagnement plus concret des territoires, parce que l'État malheureusement, on a de plus en plus de mal à le faire, mais un travail plus proche des territoires est plus peut-être envisageable. Merci beaucoup. Simplement une remarque sur cette dernière intervention. Je pense que cette intervention est surtout valable évidemment sur des petites intercommunalités
et pas sur des grandes agglomérations qui ont toutes les compétences voulues pour intervenir. Mais c'est vrai que le problème de l'ingénierie se pose. En même temps, parfois, c'est aussi un peu un prétexte. Hein. Je trouve qu'il faut faire un peu attention parce qu'il y a quand même maintenant, y compris dans les cabinets d'études, y compris, etc., énormément de gens qui savent donner des conseils d'ingénierie pour monter une politique cohérente sur tel ou tel sujet de transition écologique. Donc, c'est un peu la tradition quand même aussi que les communes se retournent vers l'État en disant il faut que l'État nous donne clé en main la stratégie qu'il faut faire, quoi. Donc, il faut faire un peu attention, mais c'est vrai que le problème se pose dans un certain nombre de communes rurales en particulier ou semi-urbaines. Alors, je passe donc au deuxième sujet, qui est déjà un peu lié au premier, même nettement, comme ça a été dit, qui est le sujet agriculture, biodiversité et formation. Quelques convictions que nous avons eues en faisant ce dossier. La première chose, vous l'avez vu, nous n'avons pas voulu rentrer dans le débat sur est-ce qu'il faut mettre 1, 2, 3 ou 4 menus sans viande, végétarien, etc. Ça, c'est vraiment un choix. Ensuite, chacun exprime ce qu'il souhaite et chacun surtout vote en fonction de ses convictions. Et notre valeur ajoutée aura été très nulle sur ce sujet. Par contre, ce qui nous paraît important, c'est qu'il nous semble que les régions ayant évidemment compétences sur les cantines scolaires des lycées, mais ayant aussi compétences de plus en plus importantes sur l'agriculture, d'abord par leurs interventions propres, et puis parce qu'ils gèrent maintenant des fonds considérables liés à la PAC, il nous semble qu'il y a un effort à faire assez important de meilleure articulation entre ce qui peut se faire dans les cantines scolaires des lycées et l'organisation, disons, de circuits courts agricoles sur le territoire. Et nous avons bien précisé, parce que pour nous, c'est aussi important à dire, que dans notre esprit, c'est des circuits agricoles bio et de proximité. On a la conviction, un certain nombre d'entre nous, en tout cas le rédacteur du dossier, ont la conviction que c'est bien les deux termes qu'il faut avoir. Le bio sans proximité pose quand même des problèmes assez considérables, et la proximité sans le bio, c'est une perte de chance quand même. Bon, donc parfois on enveloppe ça dans des discours très vagues et très généraux sur, enfin, je passe sur les détails, hein. Mais nous, notre conviction en tout cas, c'est celle-là, et il nous semble que pour développer cette articulation, il y a quelques suggestions concrètes qui ont été faites, en particulier de travailler sur la logistique de ces solutions de circuit court et l'aide à des solutions logistiques propres, et puis d'autre part aussi l'identification des initiatives locales, une plateforme par exemple qui permettrait une meilleure information. Donc ça, c'est le premier point. Sur la biodiversité, nous avons fait, en effet, nous partageons un diagnostic que Chantal a confirmé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est malheureusement encore quelque chose de balbutiant, même si les régions ont quand même bien pris en main la déclinaison régionale de l'Office français de biodiversité. Je pense que ça, c'est quand même un élément positif du dernier quinquennat. Ce qui est assez surprenant, un des éléments assez surprenants, surtout, je dis ça pour Chantal, qui a joué un rôle important dans le Grenelle, me semble-t-il, dans le passé, c'est que le grand thème du Grenelle était la trame verte et bleue. Et ce sujet, personne n'en fait l'état de mise en œuvre. C'est quand même un sujet pour les régions, pour le coup. Personne n'en fait l'état où on en est, des trames vertes et bleues, qui sont quand même essentielles en termes de continuité écologique. Et si on n'a pas atteint le résultat, comment on atteint le résultat? Et je pense que si on faisait un diagnostic précis, ou si on demandait un diagnostic précis aux régions sur ces sujets, on s'apercevrait que malheureusement, le résultat n'est pas très glorieux. Et ce qui est quand même assez étonnant 20 ans après, quoi, quasiment, hein, ou 15 ans après. Bon. Donc, voilà un élément, en tout cas, qu'on souligne dans le dossier. Le troisième point peut-être important, c'est qu'il nous semble que, en termes de formation, le lien entre la recherche, l'innovation et la formation dans les domaines de la transition écologique doit être quelque chose qui est très systématique et que ça peut donner des initiatives extrêmement porteuses. Et là, pour le coup, ça découle directement du dossier. Nous avons repris des exemples de campus qui existent dans certaines régions et qui allient donc recherche, innovation et formation. Et on se dit que c'est quand même quelque chose de très attractif
de se dire pourquoi est-ce que toute une série de régions, pourquoi ne pourrait pas généraliser cette idée de campus recherche, innovation, formation sur les filières de la transition écologique, ce qui serait à la fois attractif et puis vecteur d'image, d'emploi, de dynamisme économique. Ça existe, je crois, dans 2 régions. Et donc, nous, ça nous a paru en tout cas une idée suffisamment bonne pour pouvoir être retenue et développée dans l'avenir. Voilà quelques éléments. Et donc, je vous propose, comme la dernière fois, de passer la parole d'abord peut-être à vous qui souhaitez intervenir. Je vous rappelle, vous mettez intervention demandée. Je pense, par exemple, passer la parole, je ne vois pas beaucoup de demandes d'intervention, donc je vais peut-être d'abord passer la parole directement à Chantal et à Michel, et puis ensuite, n'hésitez pas à intervenir, à demander d'intervenir si vous le souhaitez. Donc Chantal. Merci François. Merci Guéraud, pardon, je crois qu'il y avait François Demarque qui avait demandé à intervenir. François avait demandé à intervenir. Alors vas-y François, excuse-moi. Merci, effectivement, j'avais demandé à intervenir pour, c'est un peu la suite de ce que je disais tout à l'heure, puisque j'avais annoncé que je vais parler un peu de l'agriculture. Tout d'abord, peut-être une remarque liminaire, toujours sur la structure du document. La biodiversité apparaît un petit peu à la fin, et je me demande si on ne devrait pas mettre climat et biodiversité très en tête, parce que ce sont des têtes de chapitres et que ce qu'on lit dans les chapitres sectoriels se rattache d'une certaine manière à des grands objectifs en matière de climat ou en matière de biodiversité, et souvent aux 2 à la fois. Alors, c'est ce qui est les objectifs sectoriels pourraient mettre en évidence à chaque fois en quoi ce qui est proposé ou en quoi ce qui est réalisé se rattache à la fois des objectifs climat et biodiversité. Et c'est particulièrement le cas de l'agriculture, donc dont je voulais dire un mot. Tu as rappelé que les régions sont aujourd'hui autorités de gestion pour le 2e pilier de la PAC. Ça représente en gros 2 milliards d'euros par an, donc c'est quand même pas complètement ridicule. 2 crédits communautaires qui sont ensuite abondés par des crédits d'État, mais que les régions peuvent également abonder par des crédits régionaux. Il y a aussi un peu d'argent des agences de l'eau sur les questions de prairies notamment, ou quelques autres liées à la pollution des eaux, bien sûr. Donc, il me semble qu'il faudrait mettre en évidence le fait que les régions ont cette responsabilité, qu'elles établissent les plans de développement rural régionaux, alors qui sont très contraints bien sûr par le contexte communautaire, mais sur lesquels elles ont quand même des marges de manœuvre importantes dans le choix des mesures. Et suivant les régions, qu'on soit en région de bocage, de grande culture ou autre, il y a des déclinaisons régionales sur lesquelles on peut mettre l'accent pour notamment poursuivre des objectifs qui sont à la fois des objectifs de biodiversité et des objectifs de stockage de carbone dans les sols. Donc la PAC et ces déclinaisons régionales qui sont quand même en grande partie entre les mains des régions, en tout cas en partie significative entre les mains des régions, peuvent servir ces grands objectifs de biodiversité et de stockage de carbone dans les sols, donc l'objectif climatique. Et je suis un petit peu frustré, je dois le dire, du fait qu'il n'y ait aucune proposition sur cette question-là, parce qu'on a une nouvelle PAC qui se présente, qui va entrer en vigueur, si je ne dis pas de bêtises, en 2023. Et donc, dans les mandats des nouveaux exécutifs régionaux, il va y avoir la préparation des nouveaux plans de développement rural régionaux, si j'ai bien compris la mécanique qui s'annonce. Et je pense que c'est un sujet important. Aujourd'hui, les régions reposent essentiellement sur les services de l'État. Elles ont la compétence, mais elle est peut-être un peu théorique, cette compétence. Elle n'est peut-être pas assez mise en œuvre parce que toutes les instructions disent à vous appuyer au niveau régional sur les directions régionales de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, donc les DRAF, services de l'État. Et pour l'instruction des dossiers, par exemple, de demande d'aide des agriculteurs dans le cadre des mesures agro-environnementales et climatiques, eh bien, ce sont les services de l'État au niveau départemental, donc les directions départementales des territoires qui instruisent. Voilà. Donc, les régions, il semble qu'elles soient un peu mises entre les mains des services de l'État pour cette déclinaison régionale, qui est pourtant leur responsabilité. Et je pense qu'elles pourraient un peu plus prendre leur indépendance et définir, après une réflexion, une concertation, mettant en jeu à la fois la population en général et les forces vives locales, définir des priorités régionales et les mettre en œuvre en mettant un petit peu d'argent sur la table, probablement. Et ça peut faire partie des objectifs des nouvelles mandatures régionales.
Merci beaucoup. Donc, Chantal puis Michel. Je vous rappelle, hein, si vous souhaitez intervenir, ne vous y prenez pas au dernier moment, mais signalez-vous sur le chat. Merci. Chantal. Merci Jérôme. Alors moi, c'est d'abord un témoignage, un double témoignage. Quand effectivement j'étais vice-présidente dans la négociation, comme j'avais l'environnement, j'avais souhaité avoir l'aménagement du territoire et j'aurais adoré avoir l'agriculture en plus. Et autant l'aménagement du territoire a été facilement négociable, autant l'agriculture était non négociable. L'agriculture était forcément rattachée à une vision qui était plutôt celle du développement économique. Et c'est très marquant quand vous lisez des délibérations des régions, c'est souvent des délibérations où vous retrouverez les mots de production, de compétitivité, et moins souvent des mots de soutenabilité. Et donc, le fait de réintroduire l'agriculture dans la logique, effectivement, du SRCE ou du SRADET, enfin, de ces documents-là, est aujourd'hui une des priorités. Alors, c'est peut-être lié à ce que François disait tout à l'heure, hein, le fait que les régions ont peu de compétences et c'est d'une grande complexité, les aides de la PAC. Elles ont peu de compétences, elles avaient peu de compétences pour lire ça. Mais c'est un sujet qui a été très au cœur du débat public qu'on vient de terminer, là, justement, sur la PAC, avec le fameux EcoScheme. On va voir, le ministre doit nous répondre le 7 juin prochain. Il y a un webinaire, vous êtes tous invités à y participer. On verra ce qu'il dit. Sur les propositions, alors moi, il y a une proposition que tu n'as pas recitée, je suis d'accord avec toi, bio et de proximité, évidemment, c'est indissociable. Vous avez parlé aussi des plants légumineuses. On n'insistera jamais assez sur les légumineuses et sur la nécessité de développer cette filière. Elle est tout bénéfice, cette filière. Et c'est dommage qu'on n'en parle jamais assez. Tu as parlé des agences régionales de biodiversité. Nous, un truc qu'on avait fait et que j'avais poussé, et franchement, qui était très efficace, c'est que l'ARB, en fait, a été, non pas intégrée, elle a été dans l'IAU, dans l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, c'est-à-dire qu'elle émettait obligatoirement un avis et elle intervenait nécessairement sur toutes les positions de l'IAU, donc sur tous les documents qui concernaient, l'IAU avait une compétence extrêmement large, mais qui concernait l'aménagement du territoire ou aussi le développement des énergies renouvelables. Et donc, on a des dossiers, je vais juste vous citer un exemple concret, on a aujourd'hui un dossier de parc photovoltaïque au sol de 1000 hectares dans une forêt, dans les Landes, qui va supposer de défricher 1000 hectares. Vous avez là un arbitrage énorme entre des enjeux d'affectation des sols, de développement des énergies renouvelables et de biodiversité, donc entre trois logiques environnementales. Et c'est là où on voit qu'il faut effectivement avoir une combinaison de ces connaissances et pour pouvoir arbitrer entre ces différents aspects. Et le dernier point, campus recherche, innovation et formation. Vous avez donc cité un exemple, ça devrait être dans toutes les régions, cette nécessité de s'orienter dans ces voies-là, parce qu'aujourd'hui, on le voit, toutes les grandes boîtes le disent, pour recruter des talents, les talents aujourd'hui exigent forcément que les grandes entreprises et les décideurs de demain prennent des engagements environnementaux. Donc, il y a une attente extrêmement forte. Et nous, ce qu'on voit dans les débats publics, alors c'est mon caractère hyper optimiste, hein, mais moi, je vois une énorme transition dans les mentalités aujourd'hui. Et donc, oui, dans les formations, à l'échelle des régions, surtout qu'elles sont sur la formation professionnelle, c'est l'endroit idéal pour développer ça. Merci. Michel? Oui, merci. Quelques points rapidement sur ce qui a été dit. Géraud, tu as parlé des deux aspects proximité et bio à propos de l'alimentation. Je pense que c'est pas inutile d'avoir en tête des ordres de grandeur pour hiérarchiser un peu l'importance des différents sujets. Il y a eu l'année dernière ou il y a 2 ans une très intéressante étude de l'IDRI sur l'empreinte carbone. Je dis bien l'empreinte carbone, hein, pas les émissions de carbone, donc y compris les importations, de notre alimentation d'une part et de l'agriculture d'autre part. Je cite les chiffres de mémoire, mais je suis sûr que les ordres de grandeur sont bons.
Pour l'agriculture, l'empreinte carbone française, c'est environ 100 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an, alors que pour notre alimentation, c'est environ 160 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an. Donc une différence énorme qui vient pour partie évidemment de ce qu'on mange des fraises qu'on est allé chercher en Afrique du Sud, des yaourts qui passent par la Finlande, des choses comme ça. Donc le fait de mettre une forte priorité sur la proximité, c'est un enjeu énorme en matière de réduction de gaz à effet de serre et je pense que c'est presque plus important, me semble-t-il, que manger de la viande ou pas de la viande ou avoir des menus végétariens un jour par semaine ou des choses comme ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ça, mais il faut avoir en tête les ordres de grandeur qui sont parfois pas comparables. Alors, deuxième point, un peu du même ordre de réflexion, à propos de l'agriculture cette fois-ci, dans les 100 millions de tonnes, toujours, c'est le chiffre à la louche, hein, c'est entre 90 et 110, je ne sais plus exactement le vrai chiffre, mais c'est à peu près ça, d'empreinte carbone, il y en a presque 40%, si je me souviens bien, qui correspond aux émissions de protoxyde d'azote des engrais azotés. Donc un chiffre énorme là aussi. Alors des engrais azotés, les émissions de protoxyde d'azote, c'est pas grand-chose en volume, comme chacun sait, mais quand on les transforme en équivalent CO2, comme le pouvoir de réchauffement est énorme, on arrive à ces chiffres. Donc là, je rejoins ce qui a été dit par François Demarcq tout à l'heure, c'est que dans l'application de la politique agricole commune et du plan stratégique national et des mesures régionalisées, évidemment, les possibilités de restreindre l'utilisation des engrais azotés, elles ne sont pas les mêmes dans les régions de grande culture, dans les régions de polyculture élevage, etc. Donc on n'est pas sur des stratégies nationales. En revanche, le fait de mettre le paquet là-dessus est très important. Point suivant, aussi à propos du point évoqué par François Demarcq sur le stockage du carbone et cette fois-ci la forêt et le lien avec les aspects de recherche. Il se trouve que la forêt est mon métier d'origine, donc je suis ça d'un peu plus près. Là aussi, pour fixer des idées, des ordres de grandeur, quand on parle de neutralité carbone en 2050, on parle d'évaluation d'émissions de l'ordre de 95 millions de tonnes d'équivalent CO2, si je me souviens bien, à cette échéance. Et donc, c'est les mêmes 95 millions de tonnes qu'il faut stocker pour arriver à la neutralité. Et là-dessus, il y en a une soixantaine qui sont affectées à la forêt. Donc, c'est vraiment le gros paquet. Et il y a un sujet totalement régionalisé ou régionalisable, enfin qu'il faut regarder au niveau régional et qui met en cause la recherche, qui est de savoir comment s'articulent l'atténuation et l'adaptation. Je m'explique, dire que la forêt va stocker du carbone, c'est très bien. En revanche, si entre-temps elle a crevé parce que le changement climatique a fait que tous les arbres sont morts, le stockage du carbone va en prendre un coup. Donc là, je m'exprime en termes un peu simplificateurs ou simplistes, mais ce sujet du lien adaptation-atténuation, c'est un vrai sujet de recherche que pour le moment, on ne maîtrise pas encore très bien. Enfin, on ne maîtrise pas très bien et c'est normal, c'est compliqué, mais ça mérite vraiment qu'on y travaille. Quatrième et dernier point, excusez-moi d'être long, mais on est vraiment sur des questions importantes. La question de formation, là je sors complètement du sujet agriculture et forêt, et de façon transversale, je pense que là, pour les régions, il y a vraiment un enjeu absolument majeur. Je me suis souvent demandé pourquoi la loi de transition énergétique de 2015 avait prévu la mise en place d'un outil qui s'appelle le plan prévisionnel des emplois et des compétences, qui visait à dire que pour faire de la transition écologique, il fallait que les métiers puissent s'adapter, et ça suppose un plan d'adaptation des emplois et des compétences. Il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu un rapport demandé à Madame Parisot, l'ancienne présidente du MEDEF, qui a été fait en 2017 ou 2018, si je me rappelle bien, et puis il s'est
toujours pas passé grand-chose depuis. J'avais regardé ça depuis le CESE et on a de la peine à comprendre pourquoi ça marche pas. Et en fait, je pense que l'explication, c'est qu'on est typiquement sur un sujet totalement régional. Moi, j'ai travaillé pendant quelques années en Franche-Comté. Quand vous êtes en Franche-Comté, le sujet de l'adaptation des emplois à la transition écologique, c'est qu'est-ce que devient le bassin de Peugeot et de ses sous-traitants une fois qu'on a dit qu'en 2025 ou 2030 ou 2035, on ne fera plus de véhicules à moteur thermique. L'impact est absolument colossal et l'impact en matière de besoin de formation est colossal aussi. J'ai aussi travaillé dans les Hautes-Alpes où il y a aussi des problèmes de transition, mais ce n'est pas du tout les mêmes. C'est qu'est-ce que c'est que le tourisme plus durable que des stations de ski à basse altitude. Il y a aussi une énorme transition à faire, aussi des adaptations d'emploi. Et là, c'est vraiment à chaque région à définir son plan. Et je pense que là-dessus, il y a vraiment un coup d'accélérateur à donner, vraiment fondamental. C'est des dizaines de milliers d'emplois qui sont à la clé sur ce genre de questions. Merci Michel. Alors je vais d'abord donner la parole à une personne qui n'est pas intervenue encore, qui est Chantal Pacteau. Ensuite, je redonnerai la parole successivement à Sharon Obi et à Lucille Schmitt en leur demandant d'être évidemment assez court, parce que le temps passe. Et je voudrais vous lire un message de Jacques Noël qui a sa cam et sa micro au service et qui souhaite poser une question. Comment mettre les enjeux environnementaux au cœur des projets de territoire, subordonnant leurs différents domaines de compétences à cet enjeu principal? Voilà, donc je passe la parole à Chantal Pacteau. Oui, bonjour. Je ne sais, vous m'entendez? Très bien, très bien. Bon, très bien. Je parle du côté de la recherche et de l'université. Je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille sur la transition environnementale d'une manière inter et transdisciplinaire, c'est-à-dire aussi avec les acteurs de la transition écologique. Alors, je voulais réagir à ce dont vous parlez avec les campus formation et innovation. En fait, il y a pas mal de choses qui se passent chez nous dans le travail commun avec les différents acteurs des transitions, etc. Ça, c'est pas beaucoup, ça, c'est pas assez, c'est très compliqué parce qu'il y a des réticences de tous les côtés, bien sûr. Mais je voulais vous parler, par exemple, des initiatives qui ont été lancées, en tout cas celles franciliennes, par les chercheurs et les universités eux-mêmes, qui sont les groupes régionaux d'études sur les changements climatiques et la transition écologique, qui sont justement, donc il y en a 7 ou 8 dans toute la France. Il y en a qui marchent depuis très longtemps. Le grec Aquitaine est en fonction depuis très longtemps. C'était Hervé Letreux, dont certains d'entre vous connaissent le nom, qui avait été sollicité par la région et qui avait travaillé là-dessus. Donc, ça fait plus de 10 ans maintenant. Il y en a partout. Et pour celui de francilien, c'est nous, les chercheurs, qui nous sommes autosaisis et qui sommes allés à la région, à la mairie de Paris, à Paris, Grand Paris, et on travaille avec les associations et tout. On vient de commencer, hein. Donc pour l'instant, on est dans les phases d'élaboration des travaux. Et justement, ces groupes régionaux, enfin le nôtre, le groupe francilien, il a vocation à travailler sur le territoire francilien, sur le climat, la biodiversité, leur interaction et évidemment tout ce qui concerne la société. On a tout l'échantillon des chercheurs là-dessus et on travaille directement. La région nous a déjà fait des commandes, on est en train de faire avec d'autres. Donc ça existe, mais ce n'est pas encore... allez voir Acclimatera en région Aquitaine, c'est celui le plus abouti, qui est allé le plus loin. Et vous verrez que, en tant que chercheur, ça fait depuis des années qu'on travaille sur le fait de former aussi, de former à des nouveaux métiers, etc. Mais bon, c'est pas assez connu et c'est très compliqué.
C'est tout ce que Merci j'avais. beaucoup. Merci. Donc, un mot de Sharon Obi, puis de Lucille Schmitt, et ensuite on passe au troisième sujet. Sharon Obi. Si elle est là, et surtout si elle allume son micro, il sera plus simple. Merci. Ça y est, Très bien. il s'est défait tout seul. Donc, c'est une petite intervention par rapport à la PAC et sa déclinaison régionale. Parce que, voyez-vous, le gros problème aussi du bio, c'est, ou du non-bio plutôt, c'est le recours aux phytosanitaires à grande dose, et ça se fait de plus en plus au niveau des volumes, et aussi pour lutter contre les maladies cryptogamiques. Et en fait, on se rend compte que les cultures, elles sont un peu uniformisées sur tout le territoire français, alors qu'il y a des spécificités en fonction du sol, du terroir, du climat, de l'exposition. On ne va pas cultiver la même tomate en Bretagne qu'à Nîmes, par exemple. Donc, c'était quelque chose que je voulais soulever. Ensuite, pour tout ce qui concerne les produits azotés, en fait, on peut très bien s'en passer au niveau de l'engrais parce qu'avec des cultures de légumineuses entre deux autres cultures, ça enrichit et ça oxygène bien les sols. Et voilà. Et par exemple aussi, si on parle de proximité et de production de proximité, en cas de contact entre les départements, entre les régions qui sont traversées par le même fleuve, ça peut être un moyen aussi d'élargir un peu le produit qui ne sera pas cultivé dans une région, mais plutôt dans une autre. Et, merci beaucoup. Voilà, merci. Merci, c'est gentil d'être court. Lucille. Oui, merci Géraud. Moi, je voulais justement intervenir sur cette question de la diversité, sur la biodiversité, c'est-à-dire qu'en fonction des régions, en fonction des territoires, Michel Badret rappelait évidemment que la forêt n'a pas la même importance partout. Je me demande comment ça peut se passer et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces élections régionales puissent être le moyen de donner une nouvelle dynamique aux politiques de biodiversité, mais en même temps, qu'on n'assiste pas à du mitage, ou en tout cas à de l'hétérogénéité croissante en fonction des majorités qui seront au pouvoir et en fonction des propositions qui seront portées. Quand Chantal Joanneau nous dit que, par exemple, avoir l'agriculture a été impossible parce qu'elle est toujours adossée au développement économique en Île-de-France, c'est un point d'alerte. Comment est-ce qu'on fait, et ça c'est peut-être une chose pour nous think tank ou pour ceux qui ne sont pas élus, un point de vigilance par rapport au fait qu'il faut qu'il y ait des dynamiques qui soient au fond interrégionales, parce que les limites administratives et politiques ne coïncident pas avec les objectifs en matière de biodiversité ou tout simplement la dotation des territoires, etc. Le territoire de la Seine, il traverse plusieurs régions. Les forêts, elles ne sont pas forcément stricto sensu dans les limites administratives. Donc comment est-ce que, ça c'est vraiment une question pour nous, comment des objectifs qui sont très globaux peuvent au fond ne pas être traités différemment en fonction des majorités politiques et de la relation par rapport à la question de la biodiversité de telle ou telle tendance politique. Deuxième élément peut-être, sur la question de l'agriculture, on peut quand même parler des lignes de tension qui existent, c'est-à-dire que tous les agriculteurs ne sont pas favorables à la préservation de la biodiversité et je ne suis pas en train de faire de l'agribashing. Donc comment est-ce qu'on fait aussi pour articuler les enjeux de préservation de la nature avec ces questions d'agroécologie, pourquoi pas, mais la préservation de la biodiversité ne se réduit pas à l'agroécologie. Merci. Laurence de Carlo. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Je suis professeure à l'ESSEC en concertation territoriale et j'ai créé un cours il y a 7-8 ans sur la transition énergétique. Donc c'est sur la formation que je voudrais intervenir. Alors évidemment, bien sûr, la formation à la transition au sens large écologique est importante pour les jeunes futurs cadres. La question abordée par Michel Badret me semble encore plus délicate. C'est celle de la formation des ouvriers, employés, cadres en poste actuellement. Alors là-dessus, je me demande si, et c'est lié en fait d'une certaine manière à l'intervention de Lucille Schmitt, est-ce que la région, c'est vraiment le cadre approprié, puisque les dynamiques économiques et d'emploi ne sont pas nécessairement limitées aux frontières des régions, et est-ce que la démarche du plan
est aujourd'hui la meilleure méthode, puisqu'il faudrait peut-être, enfin, c'est les questions que je pose aux intervenants, comment faut-il, et si oui, s'il le faut, comment associer mieux les entreprises employeurs à ces démarches, parce que on parle de la transition comme une injustice potentielle, et l'injustice de ne pas avoir un emploi, c'en est une aussi. Donc il y a aussi ici un sujet tout à fait délicat. Merci. Je pense que les deux dernières questions sont tout à fait essentielles et peut-être que nos deux grands témoins peuvent garder ça au frigo et que ça puisse nourrir leurs conclusions ou leurs interventions finales. C'est vraiment deux sujets très importants. Je vous propose qu'on passe au troisième sujet qui est le sujet de mobilité. Là, sur le sujet de mobilité, le constat est assez clair, c'est que, enfin, vous le connaissez par cœur, c'est que en termes à la fois en termes de climat et d'impact environnemental, la trajectoire n'est absolument pas satisfaisante sur les systèmes de transport, ça c'est très clair. Et d'autre part, il y a quand même dans nos sociétés un vrai sujet qui est le fait que il y a de plus en plus de longueur et de durée des temps de trajet contraints, en particulier domicile-travail, mais pas simplement ce qu'on pourrait appeler contraints, en particulier domicile-travail, mais pas simplement pour aller aussi faire ses courses, etc., etc. Et que généralement d'ailleurs ces trajets sont des trajets, pas toujours heureusement, mais dans beaucoup de cas sont des trajets qui sont aussi carbonés. Et que tout ça quand même explique en partie le fait qu'on n'arrive pas à maîtriser dans ce secteur des transports. Il y a bien sûr le sujet technologique, bien entendu, mais il y a aussi le sujet de l'organisation de la société qui fait que l'ensemble de le critère de la mobilité, enfin le paramètre de la mobilité est un paramètre qui en soi évolue dans un sens de toujours plus vite, toujours plus loin, et qui fait que le système des transports s'adapte progressivement, mais n'arrive pas évidemment à réduire les gaz à effet de serre comme il le faudrait. Donc le diagnostic est assez sévère, me semble-t-il, en tout cas dans la note que nous avons fait parallèlement à ce dossier, il était assez sévère. Et ce qui nous semble, en tout cas, les deux vraies priorités qui nous semblent, c'est que il faut impérativement qu'il y ait une vraie politique vis-à-vis de la mobilité subie. Bon, on fait une suggestion qui est le bonus-malus là sur les entreprises, bon, qui vaut ce qu'elle vaut, ça mérite d'être expertisé, ça mérite de. Mais on voit bien que les régions commencent simplement à se dire comment est-ce qu'on va réduire la mobilité subie, comment est-ce qu'on peut faire. Alors, il y a évidemment tout ça est très lié à l'aménagement du territoire, et ça c'est un premier volet tout à fait important. Le deuxième volet qui n'a pas fait l'objet de propositions dans la fiche, mais qui n'ont pas été remontés parce que c'est un volet assez classique. Et je tiens à le noter parce que ça peut animer, y compris les débats électoraux dans les prochaines semaines, c'est évidemment la façon dont on gère les poids lourds, où il y a maintenant, il va y avoir la possibilité pour les régions de mettre en place une fiscalité poids lourds, sujet qui, il faut bien le dire, est un sujet qui a été géré de manière catastrophique dans notre pays depuis une décennie, et qui est un gros handicap. La situation actuelle est un très gros handicap, à la fois sur le plan climatique et sur le plan tout simplement de la vie quotidienne des gens. Comment faire pour relancer ce sujet et arriver à des choses satisfaisantes? Est-ce que c'est possible à mettre en place dans certaines régions, etc., etc. Troisième grand domaine, qui est évidemment dans le domaine des transports doux, le sujet du vélo. La quasi-totalité des programmes et des bilans font état de beaucoup de choses sur le vélo. Ce qui nous a semblé, à la lumière de ce qu'on a pu regarder, c'est que dans pas mal d'endroits, il y avait un problème de cohérence d'ensemble. C'est-à-dire qu'à notre avis, pour avoir une vraie politique vélo en tant que moyen de transport, je rappelle qu'on a fait une note à la Fabrique écologique il y a 3 ou 4 ans, qui était vraiment, qui était très passionnante, ça s'appelait, je crois, le Petit Train, je ne sais pas quoi, enfin je ne me souviens plus du titre, mais qui était très passionnante, c'était vraiment, tout était tourné sur comment faire en sorte que le vélo soit un moyen de transport, et non pas simplement un moyen de loisir.
Et de ce point de vue-là, il est clair que la cohérence de à la fois pistes cyclables, garage sécurisé, formation des gens qui font du vélo, aide à l'achat du vélo, recharge à l'achat de vélo en particulier électrique pour les jeunes, recharge manière de recharger les vélos, et évidemment ensuite développement des pistes cyclables et de nouveaux axes sécurisés. Tout ça, ça doit être une cohérence d'ensemble et on ne l'aperçoit pas totalement soit dans les bilans, soit dans les programmes tels qu'ils sont faits. Et donc le message que nous délivrons dans ce dossier, c'est voilà, le vélo doit être un moyen considéré comme un moyen de transport comme un autre, et donc mettez en place une cohérence. Je dois dire d'ailleurs, et je terminerai par là, qu'on s'était livré à l'expérience, à l'analyse pour le covoiturage. Si vous imaginez de donner autant d'argent à une ligne de transport en commun, en fonction de son utilisation, en ramenant l'argent par tête, et à des systèmes de vélo ou de covoiturage, vous verrez que vous avez évidemment intérêt à subventionner le vélo et le covoiturage, parce que tout ça coûte au total beaucoup moins cher que des lignes de transport en commun. Alors, le raisonnement que je fais est tout à fait général, n'est pas applicable partout. Il y a des endroits où évidemment le transport en commun est indispensable. Il y a des endroits où évidemment il faut essayer de développer des systèmes alternatifs de type vélo ou covoiturage. Il y a des endroits où il faut faire les deux. Mais en tout cas, en termes d'enjeux financiers, on voit bien que pour le coup, les investissements dans ces sujets sont de façon générale assez rentables. Voilà, alors je passe la parole à ceux qui le souhaitent. Est-ce que Bertrand Christian peut intervenir? Henri Biespéré ensuite. Et puis ensuite nos grands témoins s'il n'y a pas d'autres intervenants pour le moment. Bertrand Christian veut-il intervenir? Non, mais je voulais simplement dire, par rapport à ce que vous avez dit, c'est ce qu'on appelle le système vélo. C'est-à-dire qu'on parle aussi du système voiture. Autour de la voiture, c'est monter tout un système. Il faut qu'on monte parallèlement, concernant les modes actifs, un système complet et qui résume très bien, vous l'avez très bien résumé. Et il y a beaucoup de territoires qui se sont orientés dans cette direction. Par exemple, les entreprises qui font des douches, ça fait partie. À l'arrivée, l'entretien des vélos. Enfin, j'arrête là, vous l'avez déjà dit, je pense, je ne fais que répéter. Et on appelle ça le système vélo et on peut l'opposer à un système voiture qui existe. C'est une terminologie intéressante, donc il va y réfléchir. En effet, c'est très systémique. C'est là où je suis assez d'accord sur l'idée, et même si ensuite il faut expliquer, mais c'est assez intéressant. J'ai fait court. Très bien, non, bien entendu. Henri Biespéré. Oui, bonjour. Je suis désolé, Henri Biespéré, je suis vice-président de la FNSEA. Je pensais que mon message était parti. J'aurais bien sûr voulu intervenir sur le sujet agriculture. Est-ce que vous me permettez d'y revenir 2 minutes ou... Mais je vous en prie, allez-y si vous êtes suffisamment court. Voilà. Bien sûr, j'ai bien compris voilà, la manière dont sont intervenus les uns et les autres. Je trouvais que la tonalité des interventions était plutôt pessimiste ou interrogative. Moi, j'ai quand même l'impression, en tant que responsable agricole, qu'il y a quand même des signaux qui ne sont plus faibles, qui sont maintenant audibles, de changement de pratiques chez les agriculteurs. On est en train, partout dans les organisations agricoles, de faire des plans pour de la conversion à l'agriculture biologique, pour regarder comment, dans l'agriculture conventionnelle, on peut utiliser des méthodes qui soient moins à base de chimiques. Les installations sont maintenant très souvent tourné vers une partie de transformation et de commercialisation en circuit court. Je vois aussi des mix dans les nouveaux bâtiments qui sont construits, qui font à la fois de l'énergie renouvelable et aussi de l'élevage. Enfin, je trouve qu'il y a quand même partout sur le territoire des choses qui sont plus que des initiatives, qui sont des vrais mouvements de fond. Simplement, je ne sais pas si, je crois que c'est des mots qui n'ont pas été tous trop utilisés, c'est le pas de temps. Moi, je trouve on a raison d'être ambitieux. Je trouve que les objectifs qui sont fixés sont sur des pas de temps très courts. On a vu l'appétence des agriculteurs avec le plan de relance pour faire des investissements qui leur permettent d'aller vers une agriculture qui, par la technologie, permet d'utiliser de façon plus efficiente les intrants. Et je trouve qu'il y a énormément d'initiatives.
que les plans régionaux qui sont établis, je suis de la région de Nouvelle-Aquitaine, je suis agriculteur dans les Pyrénées-Atlantiques, le plan Climatera a vraiment pris en compte les changements climatiques pour projeter l'agriculture vers effectivement plus de captation de gaz à effet de serre et moins d'émissions par des pratiques différentes. Voilà, je voulais quand même passer un message un peu d'optimisme. Il me semblait que la tonalité des interventions, et je partage les objectifs qui sont cités par les uns et les autres, vous avez dû voir que la FNSEA avait produit sous forme d'ouvrage notre rapport d'orientation, faire du défi climatique une opportunité pour l'agriculture. Enfin, c'est vraiment aujourd'hui un mouvement de fond et moi je ne suis pas très pessimiste. Alors certes, sur le pas de temps, à 10, 15 ans peut-être, mais les mouvements engagés porteront des fruits. Je voulais délivrer juste ce message-là. Merci. Non, mais vous avez vu que d'ailleurs ça a été souligné par quelques-uns des intervenants que la tonalité du dossier est plutôt positive puisque justement on répertorie les bonnes pratiques, etc. Même si en même temps chacun le sait et chacun le constate que le rythme et l'ampleur de l'action n'est pas encore suffisante pour atteindre les objectifs. Voilà, je crois qu'il y a vraiment les deux faces de la médaille. C'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la situation d'il y a 5 ou 6 ans où je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup y compris dans le débat sur les régionales, que ces sujets ne passionnent pas autant. Et donc, il y a une évolution, et il y a une évolution dans toute une série de professions tout à fait importantes, même si, bon, voilà, il faut évidemment accélérer les rythmes si on veut atteindre les objectifs. Alors, on revient sur le débat mobilité. Et je vois qu'il y a une demande d'intervention à nouveau de François Demarque, mais je lui demanderai vraiment d'être court, puisqu'il intervient beaucoup. Donc et puis je demande à chacun, c'est quand même des sujets très passionnants sur la mobilité, donc n'hésitez pas à demander d'intervenir si vous le souhaitez. Voilà, François. Merci de me donner à nouveau la parole. Oui, je voudrais revenir sur une proposition qui me semble intéressante, c'est celle de bonus-malus vis-à-vis des entreprises. Je pense qu'elle gagnerait à être peut-être précisée quant au support qu'on pourrait lui donner, parce qu'aujourd'hui, la fiscalité au niveau régional sur les entreprises, c'est pas grand-chose. Et je me demande s'il ne faudrait pas se rattacher par exemple au versement transport, mais qui n'est pas au niveau régional. Mais les régions pourraient peut-être avoir un effet d'entraînement vis-à-vis des collectivités de base pour élargir le versement transport et ensuite lui donner des plus et des moins en fonction de la politique des entreprises, qu'elles peuvent... la politique que les entreprises peuvent avoir, à la fois en termes de recrutement, mais aussi en termes d'incitation à leurs salariés à se relocaliser près de leur lieu de travail. Mais aujourd'hui, tel que c'est indiqué, bonus-malus pour les entreprises entre les mains de la région, on ne voit pas forcément exactement de quoi il pourrait s'agir. Alors, il y a peut-être des idées plus précises derrière, mais je ne les ai pas comprises en tout cas. Très bien. Oui, il y a quelques idées précises, mais enfin bon, c'est peut-être un peu, là pour le coup, rentrer dans des détails un peu techniques, mais il y a des idées un peu plus précises, et on aura l'occasion, si cette idée prospérait, en tout cas, on a la possibilité assez vite d'organiser quelque chose qui permette d'avancer. Ça exige, je pense, personnellement, des expérimentations, parce qu'il y a aussi des effets pervers à ce genre de dispositif. Il faut faire un peu attention. Donc ça exigera, et ça exigerait, si ça intéressait cette idée, je pense que c'est utile, ça exigerait qu'on regarde de près quels effets parallèles ça pourrait avoir aussi. Alors je vais passer, puisque je ne vois pas d'intervenant, je vais passer la parole aux deux grands témoins sur la réaction sur la mobilité, donc à Chantal puis Michel, et puis je repasse la parole aux dernières personnes qui voudront intervenir et qui doivent se signaler. Voilà, Chantal. Oui. Merci beaucoup, Géraud. Effectivement, tu as raison de souligner que sur les bonus-malus, on peut parfois se heurter à des effets indésirables. Nous, on s'était un petit peu cassé le nez, puisque à la suite du Grenelle, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait dans le Grenelle, il y avait bien cet objectif d'essayer au maximum de créer des bonus-malus pour inciter au développement des pratiques vertueuses. Et le problème simple auquel on était confronté, c'est qu'en général, les bonus-malus avaient pesé plus, entre guillemets, les malus pesaient plus sur les moins riches et les bonus bénéficiaient aux plus riches. Si vous prenez par exemple un bonus-malus sur un frigo qui soit très performant, le bonus c'est pour les frigos les plus chers qui sont les plus performants et les malus pour les frigos les moins chers qui sont les moins performants. Donc ça avait un effet assez contre-productif finalement et c'est pour ça que les bonus-malus, il faut vraiment faire des études d'impact importantes avant de pouvoir les généraliser. Juste sur la question de la mobilité, donc tu as distingué mobilité des personnes et mobilité des marchandises. Le gros enjeu
c'est la mobilité des marchandises, vraiment à l'échelle nationale et internationale. Et c'est l'enjeu, je trouve, le plus préoccupant parce que c'est finalement celui sur lequel on a aujourd'hui le moins de visibilité, peut-être le moins de solutions, alors que sur le transport de personnes, on a des solutions. Alors, on a des solutions qui, pour certaines, vont prendre un peu de temps parce que quand on parle d'urbanisme, aménagement du territoire, c'est des sujets qui prennent du temps. Entre le moment où on prend une décision et son impact à grande échelle, on ne peut pas imposer aux personnes en fait, de déménager du jour au lendemain. Donc, c'est des sujets qui prennent du temps. Pour autant, il y a un sujet qu'il faut absolument mettre dans le document sur le transport de personnes, c'est l'absence de mobilité, entre guillemets, c'est-à-dire tout le développement télétravail. Et là, les régions, elles peuvent faire plein de choses. Elles peuvent subventionner des centres pour développer le coworking. Il y a tout l'aménagement numérique. Parce que là, on l'a vu avec la période du Covid, toutes les personnes qui n'avaient pas accès au numérique, justement, soit parce qu'ils n'étaient pas couverts, soit parce qu'ils ne connaissaient pas le numérique. Et là, elles ont, et surtout à la suite du Covid, il va y avoir des changements majeurs de pratiques qui vont pouvoir avoir un impact majeur en termes de mobilité. Il y avait pas mal de documents, il y a beaucoup de rapports sur le sujet. Et deuxième point juste pour répondre à M. Biespéré, qui avait une très belle affiche, vous avez vu, de luzerne derrière lui, donc légumineuse, j'insiste lourdement, merci. Sur l'agriculture, oui, je voudrais cautionner ce qu'il vient de dire. Dans le débat public qu'on a fait sur l'agriculture, il y a vraiment il y a un consensus sur l'objectif. C'est-à-dire que c'est le rythme pour atteindre l'objectif qui peut faire débat entre les agriculteurs, mais l'objectif fait consensus vraiment. Simplement, je sors de notre sujet, mais ça me tient à cœur, tant qu'on aura des publicités qui vous expliqueront que le juste prix, c'est le prix pas cher, on ne s'en sortira pas en matière d'agriculture. Donc voilà, c'était un petit cri du cœur parce que ça m'insupporte à chaque fois que j'entends ces publicités. Merci. Michel ? Oui, 3 remarques rapides sur cette question des mobilités. La première, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure à propos des mobilités contraintes, c'est la liaison à faire avec l'urbanisme et la lutte contre l'étalement urbain et l'artificialisation. L'avantage, c'est que c'est tout bénéfice. On gagne à la fois sur la biodiversité et sur le climat. Et il y a un gros enjeu là-dessus. J'y reviens pas, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Deuxième remarque qui rejoint ce que j'avais évoqué tout à fait dans ma première intervention sur les impacts sociaux. Je pense que c'est sur le sujet de la mobilité, à côté du deuxième sujet qui est celui des rénovations de logements, que cette question des impacts sociaux joue le plus. Et je pense, par rapport à tous les débats qu'il y a eu sur la taxe carbone ou sur tout ce qui tourne autour, que le fait d'avoir une approche par les coûts, qu'est-ce que coûte la mobilité, et en particulier la mobilité contrainte dans une région donnée ou dans une zone géographique donnée où il n'y a pas de transport en commun, où les transports en commun ne sont pas suffisamment adaptés pour les trajets domicile-travail ou pour je ne sais pas quoi d'autre. Donc voir comment on arrive à mettre en priorité la réduction du coût pour les personnes les plus contraintes et les plus défavorisées. Ça me paraît être un critère de hiérarchisation des dépenses régionales qui serait pas sot, qui peuvent conduire dans certains cas à développer un réseau de transport en commun qui n'existerait pas. Dans d'autres cas, le débat existe à étendre la gratuité des transports publics, par exemple. Le débat est lancé dans quelques régions ou dans quelques agglomérations. Donc ce débat, il me semble qu'il mérite d'être poursuivi, mais avec ce raisonnement, comment est-ce qu'on fait pour alléger la charge des personnes les plus en difficulté économique? Enfin, troisième point qui n'a pas été abordé jusqu'ici, ni dans la note, à propos des modifications des modifications techniques et en particulier du développement des véhicules électriques, que ce soit pour le transport des particuliers ou le transport de marchandises, le fait de faire le lien avec les besoins totaux
en énergie, me semble être une question qui se pose et qui doit être posée. Et on rejoint la question effleurée tout à l'heure du mix énergétique national et régional. Quand on fait des calculs de mix énergétique, on fait la place des énergies renouvelables, on fait des hypothèses sur le renouvellement ou non des réacteurs nucléaires en fin de vie, et on raisonne toujours à consommation pratiquement constante. Si on a un fort développement des transports, et en particulier des transports électriques, si je peux dire, et en particulier de l'utilisation du vecteur hydrogène, il se trouve que l'utilisation de l'hydrogène a un mauvais rendement, le double transport électricité-hydrogène, retour à l'électricité ou à la pompe à la juste le mot m'échappe, à la fabrication d'énergie, le rendement est très mauvais, et donc ça nécessite une augmentation des besoins en électricité, et ça doit être intégré dans un raisonnement global, ce qui renforce le besoin d'avoir un vrai débat public, national et régional, sur le mix énergétique des années à venir. Merci. Puisque je ne vois pas d'intervenant, moi je voudrais poser une question à nos deux grands témoins sur le sujet clé. Ça a été dit par Chantal du transport de marchandises. Comment est-ce qu'ils sentent le sujet d'une taxe régionale sur les transports de marchandises, que ce soit, puisque le sujet est évoqué assez largement, soit en Île-de-France, soit en Alsace. Comment est-ce qu'ils sentent ce sujet? Est-ce qu'ils pensent que ça peut être mis en œuvre? Voilà, quelle est leur appréciation de la situation? On voit bien hein, le caractère extrêmement sensible de ce sujet, les difficultés multiples que ça peut avoir. En même temps, je l'ai rappelé, l'intérêt absolument majeur que les poids lourds payent ce qu'ils coûtent à la route, d'ailleurs, hein, puisque aujourd'hui, le contribuable paye pour les transporteurs routiers pour l'entretien des routes et les externalités qu'ils génèrent en matière de poids lourds. Mais comment est-ce qu'ils sentent le sujet? Voilà. Moi, je pense que c'est un sujet clé. Il y en a évidemment plein d'autres. Hein. Je pense que c'est un sujet clé si on veut vraiment rééquilibrer et renverser la tendance qui est quand même une tendance permanente de fret par les poids lourds, l'augmentation continue du fret poids lourd. Comment est-ce qu'ils voient les choses? Dans l'ordre que vous souhaitez, Michel ou Chantal Michel, allez, pour cette fois-ci. Si j'aurais volontiers laissé Chantal répondre en premier. Mais non, tant pis, je vais y aller parce que mon micro est ouvert. Le sujet est délicat, donc Michel… je me dévoue. J'ai cru comprendre d'abord, mais je me trompe peut-être parce que je n'ai pas suivi ça très en détail, qu'en Alsace, en tout cas, c'était une demande des élus alsaciens et c'était une question de comparaison entre ce qui se fait en Alsace et ce qui se fait en Allemagne pour éviter justement de récupérer tous les camions qui passaient par l'Alsace au lieu de passer par le Pays de Bade parce que c'était moins cher. Donc, c'était un rééquilibrage. Donc, c'est pas la problématique générale qui se pose partout ailleurs en France où il s'agit de rééquilibrer entre le transport routier et le transport ferroviaire. On dit que le transport routier ne paye pas toutes les charges d'entretien du réseau routier et que c'est ça qui pose problème. Donc effectivement, moi tout ce que je sais dire, c'est que continuer à avoir une espèce de distorsion de concurrence, si je peux utiliser ce terme, entre le transport routier qui utilise un réseau routier entretenu aux frais du contribuable et le transport ferroviaire sur lequel les transporteurs payent l'entretien par l'intermédiaire du péage, n'est pas satisfaisant et ça conduit effectivement à dire qu'il faudrait avoir un péage routier. Maintenant, on connaît tous les épisodes successifs, bonnet rouge et autres, donc on n'est pas sur une question simple et je ne veux pas donner de leçons aux politiques en disant mais vous avez qu'à y aller et c'est facile. Tout le monde sait que c'est pas facile, mais il me semble qu'on ne peut pas vivre indéfiniment avec cette distorsion entre les deux. Chantal. Oui, c'est un sujet effectivement évidemment que je connais bien et je n'ai pas laissé Michel répondre en premier par lâcheté, mais parce que je savais qu'il allait tout de suite poser la question qui est celle du coût et des justes coûts et de la juste tarification. Quand on avait pensé, parce que vous vous souvenez, c'était quand même tout l'épisode, il y avait l'épisode, c'était celui du Grenelle, taxe carbone.
mise en place de l'écotaxe poids lourd, qui était née effectivement d'une demande à la base de l'Alsace, puisque, comme l'a rappelé Michel, l'Alsace faisait face à une distorsion de concurrence. Tout se passait, j'allais dire, presque normalement, jusqu'à ce que notamment des compensations, enfin un moindre prix soit donné à la Bretagne. Et là, toutes les autres régions se sont dit, bah, attendez, pourquoi est-ce que la Bretagne ne paye que la moitié de l'écotaxe poids lourd et pas nous? Maintenant, c'est vrai que si on prône l'écotaxe poids lourd, donc la taxe régionale poids lourd, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Jusqu'au bout du raisonnement, ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait de cette taxe? À quoi est-ce que sert? Est-ce que c'est une taxe affectée pour développer les autres formes de transport de marchandises et notamment la marchandise par voie ferroviaire, qui va in fine payer le coût parce que ça va forcément renchérir le transport de marchandises, donc le prix des marchandises. Donc là aussi, ça veut dire qu'in fine, il va falloir accepter à un moment ou à un autre que le prix de l'alimentation ou des marchandises soit légèrement augmenté et que le consommateur le paye. Donc, vous allez avoir les raisonnements qu'on a eus sur le fait que déjà que c'est difficile pour certains, ça va devenir impossible de se nourrir. Donc, ça suppose des mesures d'accompagnement, comme on avait imaginé d'ailleurs pendant un moment pour les plus démunis, des formes pas de chèques restaurants, mais de chèques qui permettaient d'accéder à des produits agricoles locaux. Donc, il y a tout un écosystème qui, autour de ça, il ne suffit pas de penser la taxe poids lourd, il faut en assumer l'ensemble des conséquences et y faire face. Je n'ai pas le sentiment, quand je vois les débats politiques aujourd'hui, je parle très franchement, et certaines positions présentées par certains candidats, qu'on soit prêt à affronter le débat tel qu'il est. Merci Chantal, je partage cet avis. Rien vous cacher. Voilà. Alors, je passe la parole aux deux derniers intervenants qui ont demandé à intervenir. Henri Diespéré, cette fois-ci sur le transport et de manière brève, si ça n'en est pas. Puis Damien Bourreau, de manière brève aussi. Je demanderai ensuite aux deux grands témoins de faire une conclusion brève. Et puis je terminerai par moi-même une conclusion brève. Voilà. Henri Diespéré. Oui, merci. Sur ce sujet du transport, moi je partage ce que vient de dire Chantal Joanneau. Il y a une affaire de compétitivité entre les produits des différents membres de l'Union européenne. S'il y a des taxes dans certains et pas dans tous, voilà, on est sur cette affaire-là. Mais le cœur de mon intervention, c'est encore faut-il avoir le choix. Moi, je me souviens au début de mon activité professionnelle qu'il y avait énormément de contrats entre les organisations agroalimentaires agricoles et la SNCF. On a supprimé tous les trains de marchandises. On avait beaucoup de silos pour les céréales qui étaient embranchés sur les réseaux ferrés. C'est la SNCF elle-même qui a dénoncé les contrats, qui nous laissait des rames entières de trains de marchandises en rade dans des gares pour faire circuler les trains de voyageurs. Je ne veux pas rappeler le dernier épisode du train de Perpignan qui a mené les légumes sur le marché de Rungis. Donc, si on ne donne pas d'alternative et qu'on dit aux gens, vous allez payer une taxe, je suis moyennement d'accord. Par contre, si on leur dit, vous avez le choix entre du camion, du train, pourquoi pas du fluvial, et si vous utilisez certains transports, il y aura des taxes, mais d'autres qui sont beaucoup plus écologiques, vous serez accompagnés. Là, on sera d'accord pour des taxes. Voilà. Je voulais juste signaler qu'il fallait avoir le choix. Dans nos zones rurales, là où on exerce nos métiers d'agriculteurs, il n'y a pas souvent d'autre choix que de prendre la route et de mettre les marchandises sur camion. Donc, voilà, il faut aussi prendre ça en compte dans le raisonnement. Merci. Merci beaucoup. Damien Bourreau. Oui, je ne vais peut-être pas pouvoir intervenir très longtemps parce que je suis dans le train et donc le son ne doit pas être très bon. J'ai mis dans le chat là une indication là que la Commission européenne est en train de proposer au Conseil là dans les mesures qu'elle met sur la table là, pour augmenter les réductions les réductions d'émissions, de soumettre au marché carbone les émissions du transport routier, à la fois donc marchandises et fret. Et je pense que comme pour les effets là des taxes, il y a les effets sociaux là de ces charges qui seraient mises sur les transporteurs
pourrait être analysé par les régions pour que des alternatives soient proposées et corriger certains effets sociaux défavorables. Merci beaucoup. Donc voilà, on a donc épuisé à peu près l'ordre du jour. Donc je passe la parole pour un mot de conclusion à Chantal et à Michel, et puis moi-même je conclurai, y compris d'ailleurs sur la suite et sur la façon dont on va pouvoir essayer d'améliorer un tout petit peu ce dossier grâce à vous. Chantal. Ayant lâchement laissé à Michel la réponse à la précédente question, je pense que Michel pourrait commencer. Alors Michel, voilà, mais tu sais, voilà. Michel, à toi. Bien. Deux points juste qui me paraissent mériter d'être sur le dessus de la pile par rapport à toutes les choses intéressantes qui ont été dites depuis tout à l'heure. Le premier point qui est lié au ciblage sur le domaine de compétences préférentielles des régions. Il y a les incitations à l'investissement dans plein de domaines, l'industrie et d'autres, et puis la formation et le fait d'insister pour que les régions réunissent ces deux sujets et disent qu'à propos de transition écologique, on a une quantité de domaines dans lesquels il faut investir, que ce soit l'amélioration du logement, les transports dont on vient de parler, l'évolution des industries, la réindustrialisation, etc. Dire qu'à chaque fois, dire qu'est-ce qui contribue à la transition écologique et qu'est-ce qu'on a comme besoin de formation, que ce soit des formations dans des domaines innovants ou que ce soit des formations de reconversion pour les personnels existants, ça me paraît vraiment être une priorité de premier rang. Et le second point, parce qu'il n'y en aura pas d'autre, qui rejoint ce que j'avais dit en introduction à propos de la question sociale, c'est le fait de se demander chaque fois que quelqu'un proteste contre une mesure de type transition écologique, et on le voit à propos des éoliennes, à propos des nouvelles infrastructures de transport ou d'une taxe ou de n'importe quoi, au lieu de dire que c'est des nimbistes qui ne pensent qu'à leur intérêt propre, nous sommes tous nimbistes quand notre intérêt propre est visé, se demander pourquoi des gens protestent. En général, quand ils protestent, ils ont de bonnes raisons pour ça. Quelles sont les raisons qui sont cachées derrière et comment peut-on répondre à ces raisons de façon structurée au lieu de les envoyer paître au risque de devoir mener ensuite des faits d'armes, comme vous disiez tout à l'heure. Voilà sur quoi je conclurai. Merci Michel. Chantal. Merci. Moi, je conclurai du coup aussi sur deux points, puisque Michel a pris les aspects sociaux auxquels je tiens énormément aussi. Le premier, c'est qu'il faut faire confiance au territoire, il faut faire confiance aux régions, dans la mesure où c'est un échelon de proximité forte avec le public et donc de redevabilité importante et directe avec le public. Or, aujourd'hui, le public a quand même un engagement très partagé autour de la transition écologique. On le retrouve dans tous nos débats publics, c'est une espèce de socle commun du public qui aujourd'hui demande cette transition écologique. Et je dis ça parce que je ne voudrais pas qu'on voit, au nom d'une nécessaire cohérence entre les différentes politiques des différentes régions, qu'on voit un retour à la centralisation. Je pense qu'on a déjà testé effectivement les effets et les limites de la centralisation et qu'on doit plutôt s'orienter et faire le pari de la décentralisation, de l'expérimentation territoriale et des impacts positifs de cette exigence de redevabilité permanente entre l'échelon régional et le public. Et le deuxième point, c'est qu'il faut vraiment que la transition écologique, ce ne soit pas effectivement l'espèce de petite cerise sur le gâteau quand on a fait le reste, s'il nous reste de l'argent. C'est vraiment l'axe transversal par lequel toutes les politiques de la région doivent être jugées et évaluées. C'est-à-dire que toutes les politiques de la région devraient pouvoir avoir une forme d'étude d'impact indiquant en quoi la nouvelle politique ou les propositions qui sont faites, les nouvelles décisions qui sont proposées, ont un impact globalement positif en termes de transition écologique.
c'est des éléments qu'on a rarement. Parfois, on va te dire oui, ça a un impact positif, mais on ne te fait pas le bilan complet de la décision qui est proposée, parce que la transition écologique, elle ne passera pas que par la politique de mobilité ou par la politique énergétique, elle passera aussi par la politique de développement économique, par la politique de formation, donc de manière très transversale, comme vous l'avez proposé dans votre document. Mais moi, j'ai vu ça dans une autre institution dans laquelle je siège. Toutes les décisions doivent prouver qu'elles ont un impact positif par rapport aux objectifs de transition écologique. Merci Chantal. Alors, je voudrais d'abord vous remercier, évidemment, vous remercier de votre participation, remercier nos deux grands témoins. Je crois que c'était tout à fait passionnant.